Pour faire des bilans, il faut remonter un peu dans l'histoire de la Guinée. Vous savez, de toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée qui avait le plus grand avenir à cause de nos immenses ressources minières et de nos possibilités de barrage. Et la France avait donc prévu de développer la métallurgie et la sidérurgie, puisque nous avons des minerais de fer aussi. Ensuite, lorsqu'ils ont compris qu'ils allaient perdre la guerre d'Indochine, ils ont voulu que la Guinée remplace l'Indochine pour fournir le riz à l'Union française. Donc la Guinée était un bel avenir. Bon, malheureusement, les conditions d'indépendance, comme la Guinée était le seul pays à voter non, le président de Gaulle a voulu sanctionner la Guinée. Donc, ce qui fait que les années ont été très difficiles. Heureusement, il y a eu la coopération avec l'Union soviétique et la Chine. Ensuite, il y a eu plein de complots, etc. Après la mort du président, il y a eu un régime militaire. Bon, le premier régime, c'était un régime étatique, et toutes les entreprises, les banques étaient publiques. La deuxième république, avec les militaires, sous l'influence du Fonds monétaire, ils ont tout privatisé alors qu'on n'avait pas de nationaux. Ce qui fait que l'essentiel des usines qui avaient été construites sous la première république ont disparu. Et malheureusement, la deuxième république n'a rien construit. Et avant mon arrivée, la Guinée n'avait jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. Donc quand je suis arrivé, j'ai fait faire le bilan par le Fonds monétaire pour connaître la situation. Et la situation était catastrophique. Donc, mais j'ai été obligé d'accepter les conditions. En 2 ans, nous avons pu finir le premier programme avec le Fonds monétaire. Nous avons obtenu ce qu'on appelle le PPTE, c'est-à-dire l'annulation de la dette des pays endettés les plus pauvres. Nous avons annulé 3 milliards de dollars de dette. Malheureusement, il y a eu l'Ebola qui a mis notre économie à terre pendant 3 ans. Malgré cela, nous avons réussi d'abord à faire une réforme qui a été fondamentale, c'est la réforme de l'armée. J'espère que vous aurez l'occasion un jour d'interviewer le général Clément Bolé, parce qu'on avait une armée mexicaine, il y avait 3 fois plus d'officiers que de soldats, les militaires sortaient avec les fusils en main, etc. Et nous avons mis 4000 militaires à la retraite, et on a fait maintenant un tableau d'avancement. C'est-à-dire, on avait des officiers qui étaient colonels, qui n'avaient même pas passé le certificat que passe quelqu'un pour être caporal-chef. Donc la réforme la plus importante a été la réforme de l'armée, qui a fait qu'aujourd'hui l'armée guinéenne est véritablement une armée républicaine en qui le peuple a confiance. La deuxième, c'est la réforme de l'administration et la lutte contre la corruption. Nous avons créé donc l'unicité des caisses, c'est-à-dire tous les fonds allaient maintenant à la Banque centrale. Mais nous avons eu beaucoup d'handicaps. D'abord, du point de vue de l'énergie. Donc, lorsque j'ai mis une amende de 700 millions de dollars contre Rio Tinto pour violation du code, les 700 millions de dollars m'ont permis, malgré le Fonds monétaire, de payer tout de suite 30% pour avoir le barrage de Caleta et acheter une centrale de 100 MW. Et le barrage a commencé à fonctionner en 2015. Donc quand je suis arrivé, on avait à peine 100 et quelques mégawatts, alors que Conakry a triplé de population. Donc maintenant, nous allons finir d'ici quelques mois le barrage de Swapiti qui fait 450 MW. Donc on aura fait en 10 ans 10 fois plus d'énergie de mégawatts que la Guinée depuis l'indépendance. Le deuxième secteur important, c'est l'agriculture. Nous avons fait un contrat avec les paysans, c'est-à-dire je les ai convoqués en 2011 pour dire nous allons faire un pacte. Moi, je vous fournis les engrais, les herbicides à moitié prix chez vous, parce que les paysans n'utilisaient ni herbicides, ils faisaient le feu de bourse, ce qui est très dangereux pour l'environnement et qui diminue aussi les possibilités. Donc nous sommes passés de 5 000 tonnes d'engrais à 100 000 tonnes aujourd'hui, ce qui fait qu'ensuite nous avons ensuite réintroduit les cultures d'exportation, c'est-à-dire café et cacao, dont la Guinée était un grand producteur avant. En plus du cacao robusta, nous avons commencé ici le café arabica grâce à la coopération avec le Rwanda. Ensuite, les hôpitaux. Si le Bola nous a fatigués, c'est parce qu'on avait un système sanitaire très faible. L'Ebola qui nous a... Et donc j'ai dit aux Guinéens que l'Ebola est un malheur, mais que nous pouvons transformer en une chance. Donc après l'Ebola, nous avons donc commencé à réhabiliter l'hôpital Donka. Il y a une société guinéenne, une société italienne ici, Pichini, qui réhabilite l'hôpital Donka, c'est presque fini. Et l'hôpital Donka va avoir
équipés des instruments les plus modernes actuellement au point de vue de la médecine. Ensuite, nous avons construit, parce que l'Ebola nous a montré que le malade a besoin de ne pas être loin de chez lui, parce qu'il y a trop de fantasmes. Donc aujourd'hui, dans toutes les sous-préfectures de Guinée, nous en avons 330. Chacune a aujourd'hui un centre de santé amélioré qui permet de soigner les maladies comme le paludisme, etc., toutes ces petites maladies-là. Ensuite, nous sommes en train de construire deux hôpitaux, un à Zéro-Corée et un à Cancan, avec la coopération indienne, et plus tard aussi programmé un à Kindia et un à Labé. L'autre secteur, c'est l'enseignement. Nous avons réformé l'enseignement parce qu'on avait vraiment un enseignement très bas. Parce que, par exemple, j'ai fait faire un test aux enseignants. J'ai pris une dictée de CM1, c'est-à-dire avant qu'on arrive au certificat d'études. On a mis 20 fautes. Sur 700 enseignants, 75 n'ont pas trouvé les 20 fautes. Et parmi les 75, il y a 20 qui ont ajouté des fautes. Donc nous avons fait quand même une réforme de l'enseignement. Et surtout, nous avons introduit l'enseignement technique. Parce que lorsque le roi du Maroc est venu en visite, il m'a dit, Président, l'université forme des chômeurs pour développer l'enseignement technique. Et donc il nous a envoyé des experts qui nous ont aidé à faire l'état des lieux. C'était catastrophique. Mais ils ont été plus loin. Ils ont coopéré avec nous. Nous avons envoyé des enseignants là-bas et ils ont envoyé des enseignants. Et aujourd'hui, nous avons des centres un type qu'on appelle ERAM. C'est des types de centres professionnels modernes pour tous les métiers modernes. L'autre domaine aussi, c'est les nouvelles technologies. Quand je suis arrivé, il y a à peine 10 ou 15% des Guinéens qui avaient le téléphone. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est couvert à 100%. Et on n'a plus de téléphones que d'habitants, parce que vous avez beaucoup de Guinéens qui ont 2 ou 3 téléphones. Bon, à commencer par moi-même. Donc ça a été un autre domaine extrêmement important. Et aussi, la lutte contre le chômage des jeunes. Nous avons, et aussi la transformation des villes, parce que les villes étaient abandonnées. Nous avons donc lancé ce que nous appelons les indépendances tournantes. Chaque année, on faisait l'indépendance dans une région, donc ça permettait de développer des infrastructures. Mais nous avons vu aussi que là, ça ne développait que les villes, pas les campagnes. Donc, à partir de cette année, nous avons créé l'ANAFIC. C'est-à-dire nous consacrons 15% des ressources minières au développement des sous-préfectures, c'est-à-dire dans les villages. Et c'est eux qui choisissent leur programme. Et la plus petite sous-préfecture aura au minimum 1 milliard. Donc, nous sommes donc en train de transformer. Ensuite, sur le plan diplomatique, la Guinée avait un grand prestige sous la première République. Le président Sékou Touré avait quand même été très considéré en Afrique, membre fondateur de l'OUA, grand soutien des mouvements de libération. Quand on pense par exemple que le MPLA a été créé en Guinée, que Mandela et son ami Beki ont fait leur entraînement militaire à Kindia. Mais la Guinée avait disparu. Quand on vous demande des Guinéens, on vous demande de Guinée-Bissau ou de Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée est quand même revenue sur la scène internationale et qui a été encore renforcée par la présidence que j'ai exercée à l'Union africaine en 2017. Les réformes les plus importantes, d'abord, la première, la plus importante, c'est quand même la réforme de l'armée. Sans cette réforme, il était impossible de faire avancer la Guinée. Cette réforme a fait aujourd'hui que le peuple guinéen a confiance en l'armée et que nous participons aux missions des Nations Unies. Par exemple, nous sommes à Kidal depuis 2014, alors que nous ne sommes pas des hommes du désert. Nous avons remplacé les Tchadiens. Mais depuis 2014, personne ne veut nous remplacer, bien que ça soit tournant. Mais le Mali, pour moi, c'est comme la Guinée. Donc nous avons 850 hommes. Les Américains, les Français nous accompagnent. Nous avons pu former 5 bataillons qui sont prêts. Donc nous allons passer à 1000 hommes. Ça, c'est le plus important. Et l'armée participe aussi à l'activité économique au niveau de l'agriculture et au niveau des routes, même bientôt aussi au niveau de l'industrie. La deuxième réforme la plus importante, c'est les finances publiques. Parce que les finances publiques, c'était catastrophique. Donc nous avons instauré le système de fonctionnement à partir de nos ressources, c'est-à-dire plus de planches à billets. Et deuxièmement, nous avons instauré l'unicité des caisses. C'est-à-dire que tous les fonds de l'État doivent aller dans une même caisse. Mais nous avons encore beaucoup à faire parce que
Nous devons améliorer nos recettes nationales pour passer à 20%. Donc, la troisième réforme importante, c'est l'économie. Sous la deuxième République, c'était surtout le commerce. Quand je suis arrivé, j'ai dit que nous ne voulons plus, nous consommons ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Donc, nous avons favorisé la création d'usines. Aujourd'hui, on n'importe plus de ciment, on est autosuffisant, on exporte même. On n'a plus de farine, on est autosuffisant, on exporte. Et nous avons développé l'agriculture vivrière. Nous avons fait plus de 300 000 hectares d'anacarde financés par l'État. C'est plus même ça, ce que les paysans font eux-mêmes. Mais nous ne contentons pas, nous ne vendons pas de l'anacarde brute, nous transformons, nous faisons la noix de cajou, nous transformons ensuite la noix en huile avec la Tunisie, et le fruit, nous faisons l'alcool et le jus de fruits. Et ensuite, nous avons réintroduit les cultures d'exportation, le café Robissa qu'on produisait avant en forêt, surtout qu'on appelle le café Ziama, mais surtout nous avons réintroduit aussi la culture du cacao. Maintenant, avec l'aide de la coopération avec le Rwanda, nous avons commencé à faire le café Arabica au Fouta-Jalon, et avec la coopération avec l'Éthiopie, nous faisons aussi du sésame blanc. Donc je peux dire que c'est vraiment les trois secteurs fondamentaux. Bien sûr, il y a maintenant le secteur de la santé, parce que ça, j'ai déjà expliqué comment l'Ebola a été une chance, qui nous a fait du mal, a été une chance pour nous, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons un système de santé performant. Il y a ensuite, maintenant, évidemment, les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, vous ne pouvez pas avancer. Notre ami a pu assister dernièrement à la foire que nous avons fait concernant les nouvelles technologies. Lui-même, il a vu les inventions faites par les jeunes Guinéens. Donc aujourd'hui, le territoire est complètement couvert. Nous avons fait 4000 km de fibre optique et nous sommes maintenant en train de faire ce que nous appelons les transversales. Donc c'est voilà les secteurs les plus importants. Il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Le problème ne se pose pas de savoir, on n'est pas au niveau de l'élection du président ou pas. La constitution guinéenne a été faite sous le régime de transition, non un régime d'exception. Ils ont sélectionné quelques personnes et chacun des groupes est venu avec ses propres intérêts, ce qui fait c'est un amalgame d'intérêts. Donc déjà, le fonctionnement est très difficile, puisque parfois même nous sommes obligés de faire des accords politiques qui sont contraires à la Constitution. Deuxièmement, ce qui est normalement du domaine de la loi dans le système français est la loi organique. Or, vous savez, la loi organique, il faut la majorité de 2 tiers. Ce qui demande la loi organique est du domaine et se retrouve dans la Constitution. Donc, il y a les insuffisances notoires de cette Constitution. Et, évidemment, elle n'a pas été soumise à référendum. Si je prends, par exemple, le Conseil constitutionnel, dans le système français, le président est nommé par le président. Mais là, les magistrats qui étaient dans la commission pour faire la Constitution, on pensait que c'est eux qui devaient l'être, les avocats, la même chose, et les professeurs. Ce qui fait qu'on a un système où c'est les membres du Conseil constitutionnel qui élisent leur président. Bon. Ensuite, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Donc, nous devons adapter notre constitution au changement du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, par exemple, en Afrique, c'est le changement climatique. Donc, la protection de l'environnement. Cela doit se retrouver dans la constitution. Deuxièmement, il y a la lutte contre la victimisation des femmes, les mariages précoces, et sur le genre. Parce que il faut quand même, aujourd'hui, dans le monde où on est, là, comme disait Aragon, la femme, c'est l'autre moitié du ciel. Et surtout qu'en Guinée, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut qu'on fasse la promotion des femmes. Donc, ensuite, vous avez la cybercriminalité aujourd'hui. Comment lutter contre la cybercriminalité? Donc, nous devons intégrer énormément de réformes, la protection de la nature. Et ensuite, la première constitution parlait de l'intégration de la Guinée dans un environnement plus vaste, c'est-à-dire l'unité africaine, ce qui a disparu. Or, pour nous, c'est fondamental qu'on aille vers l'unité africaine. Donc ça reste dans la Constitution. Donc, il faut adopter la Constitution à notre époque. Non seulement la connaissance des insuffisances par la façon dont ça a été adopté, mais aussi, le monde a évolué et il faut adopter notre Constitution à ce nouveau monde. Donc, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat ou pas, mais l'opposition craignant sa défaite aux élections crie troisième mandat. Il s'agit
de réformer la Constitution. Or, la Constitution donne le pouvoir au président de faire une nouvelle Constitution. Il suffit qu'il demande l'avis consultatif du président de l'Assemblée et soumette au peuple au référendum. Donc le peuple de Guinée a le droit d'avoir une constitution moderne qui reflète les conditions de vie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La constitution est faite pour le peuple, au service du peuple. Donc il n'y a pas une constitution intangible. Vous savez, je ne sais pas combien de constitutions il y a en France et en Afrique. Et surtout, ceux qui critiquent aujourd'hui la réforme de la Constitution, c'est eux qui ont proposé une Constitution illimitée. Et principalement, celui qui parle le plus, c'est Cellou Diallo, c'est eux qui ont fait de la promotion du changement de Constitution pour passer, on avait une Constitution 2 fois 5 ans, ils sont passés 7 ans illimité. Donc une Constitution à vie. Bon, il y a beaucoup de pays qui ont changé de Constitution. Nous, depuis 2015, les gens voulaient qu'on fasse une nouvelle Constitution. Mais je leur ai dit, écoutez, nous sortons de l'Ebola, nous avons d'autres priorités. Attendons-nous d'abord à régler le problème économique, à finir avec le Fonds monétaire international. Parce que quand vous êtes au programme avec le Fonds monétaire lié au PPTE, vous ne pouvez avoir que des crédits concessionnels, c'est-à-dire maximum 1,5% sur 30 ans. Un pays ne peut pas se développer. Il faut nécessairement pouvoir avoir des prêts non concessionnels. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un prêt de 150 millions de dollars de Afreximbank, mais au moment nous ne pouvons pas utiliser, parce que c'est 7 ans et le taux 7,5. Donc pour moi, il fallait d'abord redresser l'économie et les finances et finir complètement pour que la Guinée puisse avoir accès à des crédits non concessionnels. Sinon, depuis 2015, après les élections, beaucoup disaient, bon, maintenant, il faut revoir la Constitution pour la moderniser. Mais j'ai préféré d'abord me concentrer sur l'essentiel. Maintenant, nous sommes bientôt à la fin du programme avec le Fonds monétaire. Nous sommes en train de résoudre l'essentiel des problèmes d'énergie, les routes, etc. Donc il est temps maintenant surtout que la Constitution n'a pas été soumise au peuple. Il faut quand même une Constitution pour qu'elle soit légitime et qu'elle soit entérinée par le peuple, ce qui n'a pas été le cas en 2010. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir été militant de la FEANF et surtout président. Parce que la FEANF est une organisation qui avait été créée après la Deuxième Guerre mondiale par nos aînés pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Donc, cette position m'a permis de participer effectivement à la lutte en Afrique dans presque beaucoup de pays, c'est-à-dire d'accompagner les mouvements de libération, d'accompagner les pays lorsqu'il y avait des difficultés, etc. Mais ça m'a valu aussi en Guinée, condamnation à mort par contumace, 2 ans et demi de prison. Mais au fond, pour moi, c'est pas tellement ma lutte en Guinée. Bon, c'est important, puisque j'ai gagné les élections en 1993. Et les militaires m'ont dit de refuser les résultats, que c'est eux qui seront dans la rue, donc ils seront avec moi. Mais j'ai estimé que, à mon rôle d'intellectuel démocrate, c'est pas de prendre le pouvoir avec le sang. J'ai dit erreur de moi, j'ai dit oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Et j'ai renoncé. Le gouvernement Conté a proposé que je sois premier ministre pendant le gouvernement. J'ai dit non, je suis parti. Mais le plus important pour moi, c'est les relations que j'ai développées au niveau de l'Afrique et l'esprit panafricain qui est l'esprit de tous ceux qui ont milité à la FEANF. Donc mes relations internationales, les liens que j'ai eus avec beaucoup d'autres pays, pas seulement africains, que les pays du Moyen-Orient, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, etc., c'est mon passage à la FEANF qui a été à la base de cela. Et quand j'étais en prison, pour la première fois, les Africains sont mobilisés. Dans presque tous les pays africains, il y a eu des comités de soutien. Alors que Mandela, les comités de soutien, c'était surtout l'Europe et les États-Unis. Pour la première fois, les Africains se sont mobilisés pour un prisonnier africain. Mais ça, c'est dû à mon passage à la FEANF. Parce que vous savez, quand vous êtes boursier, si vous échouez la deuxième session, vous savez, il y a 2 sessions, en juin et en septembre. Or, si vous échouez en septembre, vous perdez votre bourse. Et ça devient extrêmement difficile. Donc, moi, ma bataille était de faire en sorte que le maximum d'étudiants africains n'échouent pas au mois de septembre. Même si j'ai beaucoup
un peu, entre guillemets, embêter mes autres collègues. Parce que souvent, je venais voir les gens quand passaient des euros. J'ai dit, écoutez, il ne faut pas donner une mauvaise note, non, il faut le faire, sinon, il va perdre sa bourse. Et ensuite, j'estimais aussi qu'il y avait un peu d'injustice. Vous savez, les parents aisés, non seulement ils aidaient les enfants à aller à l'école, mais ils payaient les professeurs de cours pendant les vacances. Or, beaucoup d'étudiants de tiers-monde étaient obligés de travailler et d'étudier. Donc, j'avais souvent des conflits avec les professeurs, parce qu'un jour, je me rappelle que le professeur Mazo a dit, Monsieur Condé, on donne des notes d'intelligence, pas des notes sociales. J'ai dit, oui, d'accord, mais quand vous prenez un fils d'un grand patron, non seulement il a des professeurs à la maison qui vont donner des cours, l'autre, lui, il doit travailler et ensuite étudier. Et ils ne sont pas dans la même situation. Donc, j'étais presque en conflit permanent entre eux qui disaient c'est seulement les notes d'intelligence et moi qui estimais qu'il faut quand même tenir compte aussi de la situation sociale des étudiants. Et j'avoue que j'ai beaucoup fait pression amicalement sur beaucoup de mes collègues lorsque les étudiants passaient les euros pour qu'il y ait le maximum qui réussissent. Bon, ce qui a été important, c'est que au moment où j'arrivais, on avait pris conscience qu'on ne peut pas dire que l'Union africaine est indépendante, c'est les financiers de l'extérieur. L'essentiel des financements venait de l'Union européenne. Donc, un an avant ma présidence, en collaboration avec Kagame, nous avons décidé de lancer la réforme de l'Union africaine. La première chose, c'est être autonome financièrement. Donc nous avons introduit la taxe de 0,3% sur les importations, qui permettait non seulement de financer l'Union africaine, mais d'avoir des réserves qu'on mettrait à la Banque africaine de développement pour d'autres projets. La deuxième, c'est les réformes. L'Union africaine, on venait, il y avait 5 ou 6 thèmes, donc finalement on passait le temps à discuter et on ne menait rien à bout. La deuxième, c'était de donc limiter au maximum à 2 thèmes. La troisième, beaucoup de chefs d'État viennent, ils viennent le matin, après ils repartent le soir, ils ne restent pas. Nous avons décidé que si, exceptionnellement, c'est le président qui doit représenter son pays, ou le Premier ministre, et que c'est dans le cas exceptionnel qu'on acceptera qu'un ministre des Affaires étrangères dirige la délégation. Si c'est un ministre qui dirige la délégation, on ne lui donnera pas la parole. Ensuite, nous avons dit maintenant, on va transformer la section de JE en une session de contrôle. C'est-à-dire, on adopte un thème, par exemple, autonomisation des femmes. On voit au mois de juillet, est-ce qu'on a progressé ou pas. Mais surtout, en partant de l'expérience que j'ai eue en tant que coordonnateur de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, où j'étais le seul à parler au nom de l'Afrique, j'ai compris qu'il était important de créer des champions par thème. Donc, nous avons créé des champions, c'est-à-dire des présidents qui étaient chargés d'un dossier. Par exemple, si je prends le roi du Maroc, il était chargé de l'immigration. Si je prends le président Idriss Déby, il était chargé de la jeunesse. Si je prends le président Issoufou du Niger, il était chargé du libre-échange. Et le président Alassane Ouattara du programme 2063. Et chaque président a pris très au sérieux son rôle. La preuve, en 2 ans, nous avons réussi le libre-échange. Parce qu'on l'a lancé en 2017 et on vient de tenir le sommet à Niamey où nous avons adopté le libre-échange pour toute l'Afrique. Donc ça a permis à l'Afrique de parler d'une seule voix. Parce que souvent on nous opposait, on nous divisait. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est chargé d'un dossier, il n'invente pas. Il vient, il fait le rapport, on se met d'accord, après c'est lui seul qui parle au nom de l'Afrique pour ces questions. Je prends par exemple le président du Ghana, c'est lui qui est chargé du JAR. Donc ça permet aujourd'hui à l'Afrique de parler d'une seule voix, alors qu'avant il y avait la cacophonie. La deuxième chose la plus importante, c'est que nous disions que quand il y a un candidat africain, tous les Africains doivent voter pour ce candidat. Parce que souvent on nous divisait. Donc c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de diriger l'OMS par un de nos amis éthiopiens. Ensuite, nous avons dit que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Parce que l'essentiel des problèmes, il vient des interventions étrangères. Donc, non seulement l'Afrique doit parler d'une seule voix, mais les problèmes africains doivent être réglés par les Africains doivent se prendre en charge, et l'Union africaine doit être capable de s'autofinancer. Et nous avons essayé, pour le moment nous n'avons pas réussi, de montrer que les troupes des Nations Unies ne servent pas à grand-chose.
Pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh vienne mourir au Mali ou au Congo, alors que l'argent qu'il va gagner, il va vivre avec? Et nous avons montré que seuls les Africains peuvent se battre pour l'Afrique, comme les Européens peuvent se battre pour l'Europe. Pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à modifier complètement. Par exemple, nous avons au Mali, les Nations Unies, ils dépensent 1 milliard. Pendant ce temps, on a mis le G5 qui concerne les pays du Sahel. Les 400 millions de dollars qui ont été promis ne l'ont pas eu, alors qu'on gaspille 1 milliard. On gaspille parce que ça n'a pas de résultat. Quand vous avez la guerre et que vous faites maintien de la paix, on fait maintien de la paix quand il y a la paix. Donc l'armée, elle n'est pas offensive. Et nous n'avons pas encore réussi au niveau des Nations Unies à la transformer en une armée offensive. Donc, en partant de mon expérience du mouvement étudiant et de toute notre vision, et j'ai eu la chance aussi, parce que j'étais très lié au pays de la SADC, tous ces mondes qui étaient dirigés par des mouvements de libération, et j'avais aussi quelques personnes comme le président du Mali ou du Niger, qui étaient aussi des anciens militants de la FEANF, mais surtout ce qui m'a permis de faire avancer, c'est réellement les relations que j'avais tissées avec les dirigeants de ces mouvements de libération au moment où ils se battaient. Donc ces liens que j'avais avec les pays de la SADC m'a permis d'obtenir l'adhésion du Maroc. Tout le monde pensait que le point d'adhésion du Maroc allait faire éclater l'Union africaine, mais à la fin, le Maroc a été admis à l'unanimité. Il ne faut pas oublier que le Maroc est quand même un membre fondateur de l'EUA avec le roi Mohamed V. Et donc le retour du Maroc faisait en ce moment-là que tous les États africains étaient désormais membres de l'Union africaine. Le Maroc est quand même un grand pays africain. Il était anormal que ce pays soit absent. Bien sûr, c'était difficile parce que vous avez les pays de la SADC, beaucoup soutenaient le Polisario sur la base de lutte de libération nationale, etc. Mais grâce aux bonnes relations que nous avons eues et la confiance qu'ils plaçaient en moi, nous avons obtenu, par exemple, le retour du Maroc. Comme disait le président défunt, que Dieu ait son âme, et c'est lui qui est président tunisien, il dit Alpha veut que l'Afrique parle d'une seule voix. Il a raison, mais c'est pas facile. Bon, si je prends le plan de la Libye, par exemple, vous voyez, l'Union africaine avait son plan, parce que nous voulons la paix, mais vous voyez comment c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'interférences, il y a des intérêts croisés, etc. Bon, donc ce n'est pas très facile, parce que l'Afrique recèle les plus grandes richesses minérales. Donc, tout le monde est intéressé, que ce soit les métaux, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, etc. Donc, c'est une bataille constante que nous devons mener. Mais, comme nous avons réussi à parler d'une seule voix dans beaucoup de domaines, et nous avons réussi le libre-échange, ce que personne ne croyait à l'extérieur, je pense que l'évolution progressive, parce que l'Afrique, en 2050, sera le premier continent, sera plus peuplé que la Chine, avec une population très jeune. Donc il est extrêmement important que nous renforcions notre coopération économique et que nous renforcions nos prises de responsabilité. Je pense que la jeunesse africaine, quand vous demandez aujourd'hui à un jeune africain, qu'est-ce que vous pensez de l'élection d'un président français américain, il vous dit, moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Donc ça veut dire que la jeunesse africaine pense africain et n'a plus le complexe de l'Occident, ce qui est extrêmement important. Et j'ai consacré mon mandat aux jeunes et aux femmes. Mon rêve, c'est de voir un jour les femmes guinéennes autonomisées, c'est-à-dire c'est suffisant elles-mêmes économiquement, qu'elles n'aient plus besoin d'un homme pour vivre. Deuxièmement, que la jeunesse maîtrise de nouvelles technologies et que nous en arrivons à vaincre le chômage. Enfin, que la Guinée ait le rôle que lui destinait la nature, parce qu'on est le château de l'Afrique, on a d'immenses potentialités agricoles et on nous disait que la Guinée était un scandale agricole, mais aussi un scandale géologique. Donc, ce scandale ne soit plus un scandale, mais ça soit un bonheur, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour le peuple africain. Bon, vous savez, lorsqu'un homme politique a un programme convaincant, il s'adresse à l'intelligence et pour faire adhérer à son programme. Lorsqu'il n'a pas un programme qui peut convaincre, il s'adresse à l'irrationnel, soit à la religion, soit à l'ethnie. Les religions ont voté pour moi parce que je suis musulman, ont voté pour moi parce que je suis catholique ou protestant ou en ethnie. Malheureusement, l'ethnocentrisme a été développé en Guinée par des hommes politiques. Ce qui fait aujourd'hui, parfois, on a une cristallisation ethnique. Mais moi, j'ai bon espoir parce que la jeunesse, nous vivons dans un monde moderne.
où les nouvelles technologies dominent. Donc la jeunesse sera de plus en plus portée vers les choses concrètes et non pas sur les questions ethniques. Et au niveau des femmes aussi, l'ethnocentrisme est moins développé. C'est souvent par crainte qu'elles peuvent suivre, mais parce qu'elles ne sont pas toujours autonomes. Donc l'autonomisation de la femme va aussi faire en sorte qu'elle se comportera moins en femme sous Malinké ou Peul ou Guerzé, mais en femme, en voyant les questions économiques concrètes. Donc le fait que la population guinéenne soit jeune, le fait que nous sommes en train de nous battre pour l'émancipation de la femme, c'est les deux conditions essentielles qui feront passer l'ethnocentrisme comme un phénomène secondaire. Parce que ça doit être une richesse. Le premier, celui qui a été ministre des Affaires étrangères de l'Algérie après l'indépendance, il disait « Enrichissons-nous de nos différences ». C'est-à-dire nos différences ethniques doivent être une richesse et non pas un phénomène de conflit. C'est-à-dire c'est en mélangeant ces différentes cultures qu'on peut faire progresser la Guinée. Donc c'est une chance pour nous si nous arrivons à créer une véritable osmose entre les différentes ethnies. Parce que c'est toutes les cultures différentes sont mises en valeur. Et ça sera donc un plus pour la Guinée, comme pour tout pays africain d'ailleurs. Bon, j'avoue que nous sommes un peu inquiets de l'évolution de l'Europe. Par exemple, lorsque j'étais président de l'Union africaine, qu'on a eu le sommet Union africaine, Union européenne, les Européens voulaient mettre comme point principal l'immigration. Nous nous sommes opposés, nous avons mis comme point principal l'emploi jeune. Quand nous voyons quand même l'Europe a quand même profité de l'Afrique, faut qu'on le dise. Et l'Afrique est le continent le plus proche de l'Europe. La coopération Europe-Afrique est fondamentale pour les deux continents. Mais quand nous voyons aujourd'hui l'évolution de l'Europe dans beaucoup de pays où l'extrême droite vient au pouvoir, ou s'il ne vient pas, mais ses idées se développent, nous comprenons bien sûr le problème des Européens aujourd'hui, parce que l'immigration pose un véritable problème à l'Europe et ça favorise le populisme. Mais je pense que les Européens doivent comprendre que si l'Afrique a un retard, ils ont une grande responsabilité. Maintenant, nous aussi, nous avons une responsabilité en tant que chef d'État. Nous devons nous battre pour améliorer les conditions de vie des populations, non pas nous servir ou servir une minorité. Mais l'Europe doit comprendre que sa chance aussi, c'est la coopération avec l'Afrique. Mais il y a quand même une tendance aujourd'hui qui se développe en Europe qui consiste comme si on peut se passer de l'Afrique. En tout cas, si nous allons, c'est uniquement pour faire du commerce, mais pas d'aide. J'espère que cette tendance va être renversée et qu'on reviendra vers des démocraties. Mais quand même, quand nous voyons que l'Allemagne, qui est quand même un des pays champions pour la lutte pour la démocratie, aujourd'hui nous avons quand même plus de 100 députés nazis au Parlement, ce qu'on n'a jamais vu. Bon, quand nous voyons l'Italie qui est un pays très ouvert, quand nous voyons aujourd'hui un peu ce qui se passe avec des immigrés, etc., bon, quand nous voyons l'extrême droite prendre le pouvoir en Autriche et dans d'autres pays, etc., sans parler des anciens pays de l'Europe orientale, nous devons avoir quelques inquiétudes, d'où la nécessité de renforcer l'unité africaine, de renforcer notre coopération et notre intégration économique, tout en restant ouvert à la coopération avec l'Europe, parce que c'est notre partenaire naturel. Je me suis bâti pendant 40 ans avec un seul objectif, transformer les conditions de vie des populations guinéennes. Bien sûr, nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons non seulement fournir l'électricité à la Guinée, mais aussi aux pays voisins, parce que nous sommes les châteaux de l'Afrique. Nous devons pouvoir fournir de l'eau à la Guinée, mais aux pays voisins. Ensuite, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage de la jeunesse, que la Guinée soit autosuffisante et qu'il n'y ait plus de chômage de la jeunesse, qu'il y ait l'émancipation aussi des femmes. Donc, pour le moment, je peux dire que mon objectif principal, qui était de consacrer mon mandat aux jeunes femmes, il reste encore beaucoup à faire. Donc, si le pays a connu une évolution aussi catastrophique, c'est dit à ceux qui ont géré le gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres. Et le peuple connaît ce qu'ils ont fait. Et personne ne souhaite aujourd'hui le retour d'un d'entre eux au pouvoir aujourd'hui en Guinée. Donc, les gens aspirent à autre chose. Parce que si je prends par exemple celui qui parle le plus, c'est lui, il a fait 10 ans au gouvernement. Il a été à plusieurs points, dont Premier ministre. On a vu sa gestion. Et aussi, c'est le seul leader, le Premier ministre en Guinée, qui s'est vendu un bien de l'État. La maison où il habite à Dixine est une maison des ministres de la Défense. Il s'est fait faire un décret pour l'acheter. Alors que d'autres
qui ont pris des positions très importantes. Comme je prends par exemple M. Fodé Bangoura, qui était le secrétaire général de la présidence pendant des années, il est encore en location. Si je prends le premier ministre actuel, Kassirou Fofana, il était très puissant. Il a rénové sa maison de fonction, mais il l'a quitté et 3 jours après même, on a mis sa femme dehors. Donc les gens connaissent la pratique de ces gens. Enfin, ils ont profité du fait que Conté n'était pas un intellectuel, mais qui avait l'intérêt de le reconnaître. Ils ont profité de cela pour s'enrichir. Ils n'avaient que leurs préoccupations personnelles. Sinon, comment peut-on expliquer qu'un pays aussi riche que la Guinée, ensuite, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait que le commerce. Et aussi, quel commerce? Les commerçants, quand ils importaient les marchandises, ils mettaient sur le conteneur PRG, présidence. Ils ne payaient ni douane ni impôt. Oui, mais disait l'armée. Donc, c'était presque une économie de rente, comme pendant la période coloniale. Alors qu'on devait être une économie de transformation de matières premières localement, mais pour cela, il fallait l'énergie. Il fallait aussi une gestion saine. Voilà. Donc, le peuple les connaît. Les gens savent ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils ne veulent pas une restauration du passé.